toutes, ici Hello Biblio. Je vais vous faire, comment dire ça, un book haul, un update lecture comme vous voulez, un peu différent de d'habitude. D'habitude, je vous dis le nombre de lectures que je fais et je vous parle en gros de la dizaine de lectures que j'ai le plus appréciées. Ce mois-ci, je pense que pour les mois à venir, je vais un petit peu changer de format. En fait, je vais couper mes updates en deux. Je vais mettre d'un côté tout ce qui est roman, essai et de l'autre tout ce qui est BD et manga. Comme ça fera deux vidéos. Mais ça me fera surtout la possibilité de plus parler de ce que j'ai lu parce que je ne peux pas parler de tout ce que j'ai lu, ou en tout cas en condensé, mais du coup c'est un frein parce qu'il y a des choses que j'ai aimées mais pas tant plus que ça et je peux pas vous en parler, et d'autres à l'inverse que j'ai détestées et je vous en parle parce que je veux dire ce que j'ai à dire sur le sujet. Donc voilà, ça me permet de parler de plus de mes lectures et ça vous fait deux vidéos au lieu d'une. Je sais pas si vous allez apprécier, j'espère qu'elles sont censées être un peu plus courtes vu que c'est coupé en deux, mais je suis pas trop sûre. Au moment où je tourne, on est le 24, donc je n'ai pas encore fini toutes mes lectures, mais je suis à la fin de plusieurs. Donc j'estime que mon avis n'est pas totalement... Si, en fait, mon avis est totalement figé, parce que c'est l'histoire d'une centaine de pages. Je ne pense pas que les 100 dernières pages puissent changer totalement mon avis sur l'œuvre. Au contraire, je pense que mon avis est déjà fait et que au pire, ça sera juste un petit peu plus intéressant, ou plus du tout. Mais je pense que mon avis est déjà tranché sur la plupart des œuvres que j'ai. Donc voilà, vous connaissez ma passion pour Disney. J'ai réussi à lire Course contre la mort. C'est un Disney Child que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, comme la plupart des autres, hein, je les ai bien aimés parce qu'ils parlent de sujets intéressants et clairement, c'est pas des happy end. Donc ça change énormément et c'est très appréciable. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui vit dans une famille... pour qui la course du village tous les 4 ans, je sais plus, est très importante et en gros chaque personne y a participé et lui c'est le petit dernier à essayer de gagner au nom de sa famille. Et il a une pression familiale assez importante sur le fait qu'il doit gagner, puisque c'est la dernière chance pour cette famille de gagner. Et en plus il y a toute une sphère sociale qui fait que ses parents ont un magasin et ça se passe pas très bien et tout, donc ils ont besoin de cet argent pour faire vivre la famille. Bref. Il y a un pacte qui va se passer avec Hadès pour qu'il puisse enfin réussir à gagner cette course et que tout se passe au mieux. Les sujets sont très intéressants parce que ça parle de famille, ça parle d'ambition, ça parle de moralité. Il y a plein de sujets qui sont traités, qui sont très intéressants. Et franchement, j'aime énormément cette série. Au début, je pensais m'en séparer parce que je l'ai trouvée bof. Et au final, non, je vais les garder. Parce que chaque sujet est traité de manière... très juste. Franchement, là c'était la pression familiale. Il y en a d'autres, c'est les réseaux sociaux, la superficialité. Enfin, bref, finalement, je la kiffe. et j'achèterai les suites pour savoir ce qui va arriver aux autres. Dans les lectures au tout début du mois aussi, j'ai lu La plus forte de Joe Watson. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est ronde, qui habite en Afrique du Sud et qui va déménager de Johannesburg pour, je sais plus, une ville avec beach, je crois, à la fin. Enfin, en gros, elle part de la capitale, enfin d'une grande ville, d'une grande métropole, pour aller vivre dans une ville plutôt balnéaire, genre palmiers, plages, sportifs et tout ça. Et tout. Ce qui ne lui correspond absolument pas, puisque elle, c'est plus dans le délire artistique bohème qu'elle vit. Et voilà, là, elle va se retrouver dans une ville où le temple, c'est la superficialité et tout ce qu'elle n'aime pas. Et... une personne avec des complexes vivant dans ce genre de lieu n'est pas forcément les plus à l'aise du monde. Et c'est ce qu'on va voir. On va suivre cette jeune fille qui a une corpulence plutôt forte et qui, malgré tout ce qu'elle voit sur les réseaux sociaux, le body positivisme, les mannequins qui ont de plus en plus de forme et qui sont de plus en plus rondes, elle n'arrive pas parce que elle voit ces personnes sur les réseaux sociaux, elle les trouve magnifiques, mais elle-même, quand elle se regarde dans le miroir, c'est pas du tout pareil. Elle va rencontrer un jeune homme et une histoire d'amour va se passer. Donc franchement, je partais sur une très bonne... je sais plus comment on le dit, mais en gros c'était un très bon départ entre moi et cette histoire. Et cette histoire est très bien, mais il y a plein de petits bémols. Bon, il n'y a pas à dire, hein, des personnes corpulentes, on en voit de plus en plus dans les romans et c'est très bien. Je ne vais pas du tout m'en insurger. Et je m'identifie beaucoup à cette jeune fille qui, malgré tout ce qu'elle voit sur les réseaux sociaux, ne se considère pas comme une beauté. Voilà. Et oui, on a beau nous dire qu'on a le droit d'exister et que nos formes sont légitimes.
au bout d'un moment, quand on se regarde dans le miroir, avec la société qu'on a à l'heure actuelle, bah, on se trouve toujours pas jolie. Donc, franchement, le message est très juste et je ne peux que apprécier. Par contre, l'auteur se veut se moquer des codes qui sont mis justement dans les comédies romantiques où la grosse tombe amoureuse du beau gosse sportif, nanana. C'est exactement ce qui se passe dans ce roman. Je suis désolée, mais ça ne va pas du tout. Je ne sais pas pourquoi le fait que ça m'a dérangé un petit peu beaucoup. Pour 2 sujets en gros. Cette jeune femme, en plus d'avoir ses propres complexes, a aussi une famille qui a ses propres dysfonctions et dont le fait que son frère est neuroatypique, il est autiste ou atteint du syndrome de l'autisme comme vous le direz. Mais du coup, c'est elle beaucoup qui s'occupe de son frère, sa mère est un peu éloignée, enfin bref, elle va se rendre compte que dans la nouvelle école où est son frère, il s'entend très bien avec une jeune fille qui est la sœur du beau gosse de son nouveau lycée, je sais plus, lycée, collège, lycée je crois. Et donc, tous les deux vont se rendre compte que ils sont liés par ce lien-là, ils vont petit à petit apprendre à se connaître et tomber amoureux l'un de l'autre. Du coup, ça c'est mon bémol, parce que pour que ce jeune sportif s'intéresse à elle, il faut qu'ils aient ce lien-là, qu'ils aient tous les deux un frère et une sœur qui ont un syndrome, et donc du coup, voilà. Non, ça ne me plaît pas. Déjà, le fait que ça soit le beau gosse sportif que toutes les filles veulent, comme par hasard, c'est relou. Et qu'il ne s'intéresse à elle de prime abord parce qu'ils ont les mêmes problèmes, c'est relou. Et enfin, autant elle, ce personnage, elle, est très bien construit. Il y a toute une quête d'identité de qui elle est, de ce qu'elle veut faire, enfin, qui est très très bien. Mais l'histoire d'amour, pour moi, est un peu beaucoup bancal. Je dois l'avouer, c'était chiant. Mais sinon, j'ai bien aimé. Mon avis est... Voilà. J'ai bien aimé le personnage principal. J'ai bien aimé la complexité que l'auteur a voulu apporter. Mais par contre, les clichés, ben, on est encore à fond dedans. Désolée, mais on est à fond. Et là, je me rends compte que je suis très mal. Puisque je viens de parler de plus de 4 minutes du plus petit roman que j'ai lu. Donc là, ça va être chaud pour la suite. Bref, j'ai lu L'As de pique de Morgane Maucombe. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est devenue, en gros, la Ariana Grande du moment. C'est une super chanteuse, nanana. Et elle est amoureuse depuis toute petite, depuis sa jeunesse, du meilleur ami de son frère qui est malheureusement un sociopathe. Ce jeune homme va rentrer dans l'armée, il va devenir après plus tard garde du corps et, comme de par hasard, va devenir son garde du corps à elle attitré. Bon, comment vous dire que les deux protagonistes, séparément, sont très intéressants. Ils sont très bien écrits, il n'y a pas de souci. L'histoire en elle-même, franchement, moi j'ai adoré, hein, je l'ai lu d'un bout en bout. Par contre, ma licence de psycho est ressortie en disant non. Une personne sociopathe a des soucis et c'est pas possible de les régler comme ça en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais là ça donnait l'impression qu'une personne sociopathe, il suffit qu'elle rencontre la bonne personne pour ne plus être sociopathe. Bon, il y a tout un retournement de situation à la fin qui machine, mais quand même, le message est un petit peu glissé là par-ci par-là. En gros, même si c'est une personne toxique pour son entourage, à force d'insister, vous y arriverez à le rendre un peu comme le mythe de la bête qui, à force de gentillesse de la belle, va redevenir un beau prince. Et bien là, c'est pareil. Et oui, moi je dis non. je dis non. Ce n'est pas possible quand les personnes ont des troubles et des choses comme ça. Non. Je suis désolée, ça ne se règle pas du jour au lendemain et l'amour ne peut pas tout régler, très loin de là. Au contraire, c'est plutôt des choses toxiques qui peuvent détruire les gens. Bref, voilà. Mais sinon, le pire, c'est que c'était un très bon page turner et que j'ai adoré l'histoire. Mais il y a des choses qui passaient pas en termes de réalisme pour l'ancienne étudiante de psycho que j'étais, qui sont... Bref. C'est tout. J'ai lu aussi Circé de Madeleine Miller. Oui, je crois que c'est ça. Donc c'est l'histoire de Circé. Alors selon les légendes, d'un coup elle est déesse, un coup elle est nymphe, un coup elle est sorcière, voire les trois en même temps. On sait jamais trop. Donc c'est l'histoire de
de sorcier, le lapsus, de Circé, qui fait partie de la mythologie. Puis c'est l'histoire de la fille d'Hélios qui va se retrouver être, comme on dit, punie par les dieux pour avoir fait un acte, une trahison si on veut. Et du coup elle va être exilée sur une île, vivre toute seule, abandonnée de tous. Et on va voir l'évolution de cette jeune fille, puis femme, puis voilà, ce qu'elle va devenir, hein, sorcière et tout et tout. Et c'est hyper intéressant parce qu'on suit justement le cheminement, l'évolution de cette déesse qui a beau traverser les millénaires, qui a quand même comment dire, une certaine humanité en elle qui fait que c'est très intéressant parce que les autres dieux, nymphes ou tout ce que tu veux autour d'elle sont des dieux. Et on certes des petits défauts, voire des extrêmes défauts qui peuvent ressembler à l'humanité, mais qui justement, de par leur hauteur, leur divinité, sont un peu inatteignables et sont au-dessus de tout, alors que elle a cette espèce d'humanité, et d'ailleurs elle aime les hommes, et elle aime les humains, et c'est pour ça qu'il va lui arriver plein de choses. Mais du coup, on s'identifie forcément beaucoup plus facilement à elle et à tout son cheminement, et je le trouve génial. Et en gros, c'est l'histoire d'une femme qui va lui arriver plein de problèmes et qui va s'endurcir et devenir la femme accomplie qu'elle veut. Et c'est... Franchement, j'adore. On m'a souvent conseillé Circé et on m'a conseillé le chant de Nachilde. Et s'il ressemble à ça, je pense que je vais adorer. Clairement, j'avais kiffé. Dans les romans que j'ai lus ce mois-ci aussi, il y a Fan Squad, que ma meilleure amie m'a mis dans les mains, secoué dans tous les sens pour que je lise enfin, donc je l'ai lu, ça y est, c'est fait. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui est community manager et qui va devoir, par un hasard des choses, devenir la community manager du chanteur de son groupe préféré qui souhaite justement laisser de côté un peu la musique pour devenir acteur, qui souhaite rentrer dans le cinéma. Et le souci, c'est que elle va être un petit peu catapultée dans cet univers-là, alors que d'un côté, elle n'a pas trop envie, et de l'autre côté n'a pas trop envie non plus. En gros, si je m'exprime un petit peu plus clairement, elle est très fan, mais eux ne veulent pas dans leur staff de personnes qui soient fans du groupe, parce que sinon ça crée trop de problèmes, voilà, au niveau des fuites, des machins, des trucs, bref. Ils veulent des personnes qui n'aiment pas ou qui ne connaissent pas le groupe. C'est un peu pas possible. C'est comme si on vous disait trouvez-nous une personne qui ne connaît pas, je sais pas moi, bon, c'est plus possible avec les Beatles et les Rolling Stones, mais enfin voilà quoi, un grand groupe hyper connu du monde d'aujourd'hui. Et puis surtout, devenez leur community manager, mais ne soyez pas fan d'eux. C'est pas possible. Enfin, au moins, tu les connais et tu as les références. Et là, elle passe littéralement, sans le vouloir, à cause de la nervosité pour une fille qui ne les connaît pas. Et du coup, c'est pour ça qu'elle va se faire engager. Parce que, apparemment, cette jeune fille ne connaîtrait pas ce groupe, mais est une très bonne community manager. Plein de péripéties vont arriver. Lui va lui mettre du bâton dans les roues parce qu'il est de la vieille école. Il est un petit peu plus vieux qu'elle. En gros, elle montre avoir, je sais plus, 23-25 ans, et lui, il en montre peut-être avoir 35. Et les réseaux sociaux, il connaît pas du tout, il y adhère pas, et elle, bah, c'est son boulot. Donc il y a tous aussi ce lien de génération ou de réfractaire aux réseaux sociaux et à la communication, et toutes ces aires-là, l'ère de l'image et tout, qui va s'entrechoquer, et les deux vont se confronter, et avec des passés plus ou moins dissolus pour l'un comme pour l'autre, et c'est hyper intéressant, l'histoire d'amour qui se crée entre eux. Mon bémol, c'est que, voilà, c'est encore un peu la jeune fille qui arrive avec un homme un peu plus mûr. Lui, c'est son idole à elle de jeunesse, et même si justement elle est cassée par la réalité de ce qu'elle voit qu'en gros c'est un gros connard et que finalement il ressemble pas du tout à ce qu'elle essaie d'imaginer, au final il va quand même être un homme assez enfin voilà, relou, mais le relou qu'on aime bien parce que c'est l'homme fort avec ses fêlures, comme dirait Thibaut. Donc voilà. J'ai bien aimé l'histoire, je peux pas mentir, mais c'est vrai que c'est un peu du réchauffé quand même. Mais bon, j'ai bien aimé, donc je peux pas en dire du mal parce que j'ai adoré, mais c'est pas transcendant. C'est pas quelque chose où il y a un fort message intéressant et tout. Non, pas du tout. J'ai lu Inheritance Game 2. Alors,
le 1 m'avait plu parce que justement l'auteur a une plume très, comme je disais tout à l'heure, page turner qui te fait que tu as envie de lire et que tu veux savoir la suite. Le 2, on n'y coupe pas, c'est pareil. Mais avec la fin du 1 qu'on avait, je me doutais de ce qui allait passer dans le 2 et c'est vrai que la plupart des trucs qui se sont passés, je les voyais venir quoi. Il n'y a pas eu énormément de surprises et j'étais en mode c'est cool mais le seul truc que j'ai pas vu venir, enfin c'est pas que j'ai pas vu venir, c'est que je ne voulais pas que ça arrive, c'est son choix. Parce que très clairement, c'est une jeune fille, si vous connaissez pas l'histoire du tome 1, c'est une jeune fille qui est assez pauvre et qui va se retrouver du jour au lendemain héritière d'un milliardaire. Sa seule condition, c'est de vivre avec les personnes, enfin les héritiers de base de cet homme, sachant qu'il les a hérités à son profit à elle pendant 1 an dans la même maison. Évidemment, ça crée des tensions. Elle va avoir multiples tentatives d'assassinat sur elle, tout et tout. Bref. Mais il y a aussi un triangle amoureux qui va se créer entre 2 des héritiers et elle. Et voilà. Comment dire qu'il y en a un que je déteste et qu'il y en a un que... Bon, en gros, c'est le moins pire. Et elle choisit celui-là que je déteste. Clairement. Je suis pas contente. Je ne dis pas qui pour pas spoiler, mais... Non. Je n'adhère pas au choix qui a été fait du coup. Parce que pour moi, ça s'attrait à une relation toxique et il y en a marre de ça. Donc voilà. L'histoire en elle-même était intéressante. Je pense que par curiosité, je lirai le tome 3. Mais voilà. Je suis mitigée cochon d'Inde, comme je dirais. Parce que l'histoire est bien écrite, hein, mais il y a des trucs qui, pour moi, passeront jamais. Alors là, je vais un petit peu tricher parce que j'ai écouté ce mois-ci Phobos tome 4 en audio-livre et il m'en reste 15 minutes mais j'avais la flemme parce que là je suis en train de tourner la vidéo pour que ça sorte le plus vite possible comme il faut. Donc du coup il me reste 15 minutes. Franchement, sur les 14 heures, je pense que ça va. En gros, j'ai compris comment le livre était et comment il allait se... Enfin, je pense comment il allait se finir. Et du coup, la saga en entier. Très clairement, ce tome 4, je trouve, a été meilleur que le tome 3. Et j'en suis contente. Tout simplement. Parce que en finissant le tome 3, j'avais très très peur. Et je me suis dit... Ah non, ça commence à être moins bien. Et j'avais peur que ça s'essouffle. Mais le tome 4 a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de rebondissements. Et joue encore sur les personnages. Les évolutions des personnages qui sont très intéressantes et j'apprécie grandement. Donc là, j'arrive pour vous dire qu'il me manque les 15 dernières minutes. Donc en gros, est-ce que c'est le gros happy end ou est-ce que c'est une fin douce et amère comme on a pu avoir dans Game of Thrones? Je ne sais pas encore. Mais bon, dans la globalité, de toute manière, Victor Dixon, j'aime tout. J'aime tout ce qu'il fait. Donc clairement, même si à la fin il tuerait tous les personnages... Non, là je le détesterais. Mais, mais je pense que de toute manière, je peux pas dire d'autre chose que c'est une saga qui est épique, qui est géniale, qui a des personnages ouf, des enjeux géniaux, des messages derrière au niveau écologique, au niveau progrès industriel, spatial, tout ce qu'on veut. C'est de toute manière, les livres de Victor Dixon, c'est des pépites. Voilà, il n'y a rien à dire d'autre, c'est génial. Les personnages sont géniaux, les scénarios sont géniaux, les messages derrière sont géniaux. Voilà. Lisez-les, c'est tout. Bon, on arrive à mon unpopular opinion. J'en ai pas tous les jours, mais j'en ai quand même de plus en plus souvent, j'ai l'impression. La vie invisible d'Adi Larue. Tout le monde sur Instagram, sur TikTok, sur Babelio, tout le monde l'adore. Pourquoi? Alors, en fait, je pense que je sais pourquoi maintenant, parce que... Alors, je ne l'ai pas fini. Comme vous pouvez le voir, je suis à la page 555 sur 697. À l'instar de Phobos, je pense que j'ai pas besoin d'avoir fini les 140 dernières pages pour savoir globalement ce que je pense de ce livre. Je pense que l'histoire est bien, que les personnages sont bien, mais mon bémol à moi, c'est que c'est trop lent. Voilà, c'est tout. C'est comme God of Men, alors que God of Men, c'est du fantastique et du coup, il y a tout un univers à créer, donc ok pour là, mais ici, c'est pas le cas du tout. Donc,
Il y a beaucoup de répétitions, de lourdeur. En fait, on fait des flashbacks entre les chapitres passé, présent, pour te montrer tout ce qu'elle a enduré pour arriver à la fille qu'elle est maintenant. Et crotte, on n'a pas besoin de voir 5 fois la même histoire d'amour avec 5 prénoms différents. Je pense que ça aurait mérité à être plus concentré. Je suis le genre de personne qui privilégie l'action à l'introspection et à la description. Et donc, clairement, ce livre n'est juste pas fait pour moi. Il est très bien, hein, il est très bien écrit, il n'y a pas de souci, mais il n'est pas fait pour une personne qui kiffe l'action et le dialogue plus que l'introspection et les retours flashback là. Ah, c'est long. Il y a des passages que je suis obligée de lire en diagonale parce que clairement, je trouve que ça se répète. Donc voilà. C'est une bonne lecture pour les personnes qui aiment se mettre dans l'ambiance, qui aiment que les choses soient lentes et très approfondies. Vous allez kiffer, d'ailleurs comme la plupart des gens qui ont kiffé La vie invisible de Lali Larue, mais moi clairement c'est pas pour moi. Voilà. Et il me reste à vous parler d'une dernière chose, c'est Les femmes puissantes, écrit par Léa Salamé. C'est pas un roman, c'est un essai, interview, je sais pas trop comment placer ça. Mais en gros, c'est Léa Salamé qui est allée voir 10 femmes qu'elle considère puissantes et qui a posé plus ou moins les mêmes questions et voir comment elles répondaient chacune. Ça peut... Des femmes très différentes, ça va de philosophes à écrivaines, à chirurgiennes, à femmes politiques, à, je sais plus, actrices, enfin bref. Et du coup, on voit les réactions de ces différentes femmes face à des questions telles que, selon vous, qu'est-ce qu'une femme puissante? Nanani, nanana. Que pensez-vous de MeToo et de Balance ton pain? Enfin bref. Du coup, c'est très intéressant parce que ce sont des femmes qui ont une carrière derrière elles assez importante et qui du coup ont un point de vue. À la fois, tu as les personnes qui sont de bourgeoisie et qui se sont élevées grâce à leur art ou à leur domaine, peu importe. Et tu as les personnes aussi de basse extraction sociale qui se sont élevées à la force de leurs bras, de leurs convictions et tout. Donc c'est intéressant parce qu'on a plusieurs points de vue, mais c'est un peu redondant parce que justement c'est évidemment différent selon les personnes, parce que les carrières sont différentes, les vies sont différentes aussi. Il y en a qui ont fait le choix de ne pas avoir d'enfants, d'autres qui n'ont pas fait le choix que ça s'est imposé à eux, d'autres qui en ont fait, d'autres qui ont préféré agir à leur carrière, à leur vie familiale, enfin bref. Il y a évidemment dans les interviews des différences, mais le souci c'est qu'il y a majoritairement justement les questions, comme je vous disais là, sur MeToo, sur la femme puissante, sur les objets qu'elle incarne, sur le rapport au père, qui est très présent et qui du coup est, bah ouais, redondant, faut le dire. Mais en soi, c'est un livre que j'aime beaucoup, qui est très intéressant, mais je ne le mettrai pas à la hauteur des essais là, que j'ai lus récemment sur le féminisme, qui pour moi étaient des réelles perles. Et c'est d'ailleurs pour ça que, malgré que je les ai lus en médiathèque, je les ai achetés en papier pour soutenir l'auteur, parce que je les ai trouvés géniaux. Celui-là est pas mal, mais il n'est pas transcendant non plus. Voilà, je vous ai fait le tour des lectures des romans essais que j'ai fait au mois de novembre. Je ne sais pas si vous les avez lus ou non, si ça vous a donné envie, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Si vous souhaitez suivre le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, j'espère que ça vous a plu et je vous fais tout plein de gros bisous.